Ravie de vous retrouver pour ce huitième atelier que l'association, la Fédération Patrimoine Environnement organise. Encore merci de vous être inscrits et d'être présents pour ce huitième web atelier qui est gratuit et ouvert à tous. N'hésitez pas à tester l'espace de discussion qui est en bas de votre écran. C'est celui-ci qui vous permettra de poser vos questions à la fin de l'intervention de Mathilde Méraud. Ce web atelier est dédié à tout savoir sur les monuments historiques, de la demande de protection au suivi des travaux. Donc, tout ce que vous voulez savoir sur les monuments historiques, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet espace de discussion en bas de votre écran. Les questions se feront par écrit et c'est moi qui les lirai à Madame Méraud. À la fin de son intervention, il y aura 30 minutes d'échange par rapport aux questions que vous aurez posées. Donc vraiment, n'hésitez pas tout au long de l'intervention, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser. Donc on va attendre tranquillement que tout le monde arrive. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a beaucoup d'actualités en cette fin d'année. Notamment lundi, nous organisons les journées juridiques du patrimoine à la Maison du Barreau de 9h à 17h. Il reste encore des places. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet www.patrimoine-environnement.fr. Donc n'hésitez pas. C'est payant, c'est un événement payant à la différence de ces web ateliers. C'est 60 € pour le tarif adhérent, 120 € pour le tarif non adhérent et vous avez également, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, un tarif webinaire à 40 €. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ça va être assez intéressant. On va traiter notamment des éoliennes et de l'effectivité du droit pénal concernant la protection de l'environnement et du patrimoine. Donc, je pense que ça va être riche d'instructions. J'ai déjà eu un petit aperçu en réunissant les intervenants hier et c'était très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Nous organisons également, comme vous l'avez vu, ça fait partie vraiment d'un programme, ces web ateliers. Si vous avez des idées d'autres web ateliers, de choses que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à envoyer des mails à contact@association-patrimoine.org ou même à droit association-patrimoine.org, association plurielle. Et du coup, ça nous permettra de mieux élaborer le programme pour 2022. Pour la fin de l'année, on va traiter par la suite des architectes des bâtiments de France, de leur rôle, le 23 novembre, toujours à la même heure, le mardi, donc 23 novembre de 18h à 19h30. Et par la suite, ça sera vraiment le rôle de l'intercommunalité des communes dans la protection du patrimoine au travers de différents documents d'urbanisme, donc PLU, SPR, etc. Et ça sera le 14 décembre. Donc voilà, toujours un mardi. Que vous dire de plus? Aussi, notre revue vient de sortir, Déconfinons enfin le patrimoine. Donc n'hésitez pas à l'acheter pareil sur notre site internet. Vous pouvez, elle coûte 10 € et elle est disponible via notre billetterie sur notre site, donc www.patrimoine-environnement.fr. Donc, si vous avez des questions aussi par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans l'espace discussion en bas de votre écran. Donc encore, je vois que il y a Monsieur Valin bonjour Monsieur Valin, qui est administrateur chez nous, qui a entamé l'espace de discussion. Vraiment, n'hésitez pas à vous présenter, à dire d'où vous venez, quelles associations vous représentez. Tout ce qui vous semble pertinent, n'hésitez pas. On est vraiment curieux de savoir qui sont les gens derrière l'écran qui assistent à nos web ateliers. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, même par rapport aux autres participants, ça peut être intéressant d'échanger.
Donc voilà, bonsoir à tout le monde. Ravie de partager ce 8e web atelier avec vous. Je vois que l'heure passe, donc je vais présenter Mathilde Méraud, qui est là pour, bonjour, qui est là pour parler de tout savoir sur les monuments historiques, de la demande de protection au suivi des travaux. Donc Mathilde Méraud est conservatrice régionale adjointe à la DRAC des Hauts-de-France, enfin donc conservatrice régionale adjointe aux monuments historiques à la DRAC des Hauts-de-France. Donc je vous laisse la parole pendant environ 50 minutes pour tout nous dire sur les monuments historiques. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mon écran en espérant ne pas me tromper pour entamer cette discussion autour des monuments historiques. Donc, je vous propose de suivre un peu la vie du monument historique, donc depuis la demande de protection jusqu'au suivi des travaux, et du coup de vous présenter les différents métiers d'une conservation régionale des monuments historiques. Donc, comme on vous le disait en introduction, je suis conservatrice régionale adjointe des monuments historiques, je suis conservatrice du patrimoine en spécialité monuments historiques et je travaille donc à la DRAC des Hauts-de-France. Donc, c'est les Hauts-de-France, c'est cette grande région au nord de Paris qui compte 5 départements, donc le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et l'Oise. Et la DRAC Hauts-de-France compte à peu près 180 agents répartis sur du coup 5 sites différents, Lille, Amiens, et puis dans chacune des 5 UDAP. Donc d'abord, avant d'entamer vraiment la présentation, alors si j'arrive à changer mes diapos, ce serait mieux, voilà. Déjà, vous rappelez que les monuments historiques, la conservation régionale des monuments historiques s'intègre est un des services de la DRAC. Donc, la DRAC, c'est le ministère de la Culture en région. C'est un service déconcentré du ministère de la Culture. Nous sommes sous l'autorité du préfet de région depuis 2010. Donc, c'est pour ça que dans les autorisations de travaux sur les monuments historiques ou dans les signatures ou papiers à en-tête qui émanent de la DRAC, vous avez toujours le logo du préfet de région, parce que nous sommes aussi, du coup, sous l'autorité du préfet de région. Et en tant que service du ministère de la Culture, nous exerçons un travail de contrôle scientifique et technique dans les domaines régaliens relevant du ministère de la Culture, notamment la protection et le suivi des monuments historiques. Mais la DRAC a aussi des missions plus largement sur les politiques culturelles que sont la création, la danse, les spectacles vivants, les arts plastiques, le théâtre, le soutien au cinéma, etc. Donc les DRAC, la DRAC Hauts-de-France et les DRAC en général sont souvent structurés autour de 3 pôles. Donc nous avons en Hauts-de-France un pôle architecture et patrimoine dont dépendent les services patrimoniaux, un pôle public, territoire et industrie culturelle et un pôle création. L'enjeu, pas toujours facile, est de croiser les informations entre les différents services et les 3 pôles. On essaye de le faire autant que faire se peut sur des sujets qui sont parfois transversaux, puisque les monuments historiques, finalement, servent souvent d'écrin à un musée ou à une bibliothèque ou à des services d'administration. Et donc, c'est un peu par ce biais-là que finalement, on arrive à travailler en transversalité au sein de la DRAC. Alors, j'évoquais les services patrimoniaux de la DRAC, notamment au sein du pôle architecture et patrimoine. Le pôle architecture et patrimoine, du coup, va rassembler le service régional de l'archéologie, les conseillers musées, la CRMH, et a vraiment un rôle d'application du Code du patrimoine et assure les fonctions régaliennes du ministère de la Culture, que ce soit donc en termes d'autorisation de travaux sur monuments historiques, de prescription archéologique ou de contrôle scientifique et technique également pour les musées portant l'appellation Musée de France. Plus spécifiquement, au sein de la conservation régionale des monuments historiques, et c'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer pendant les minutes qui viennent, nous traitons de différents sujets et de la vie du monument historique depuis sa naissance en tant que MH jusqu'à sa vie quotidienne. Donc, on traite les demandes de protection au titre des immeubles et au titre des objets. Mon propos va plutôt porter sur les immeubles monuments historiques, mais si vous avez des questions sur les objets, je pourrais également y répondre.
on assure la restauration des monuments historiques appartenant à l'État, ministère de la Culture. Donc, globalement, ce sont les cathédrales. Dans les Hauts-de-France, on a cinq cathédrales. Donc, on assure, en tant que maîtrise d'ouvrage et gestion des crédits sur le titre 5, vraiment la restauration de ces cathédrales. On assure le contrôle scientifique et technique de l'État sur les monuments historiques privés ou propriété de collectivités territoriales ou propriété privée. On gère une enveloppe assez conséquente en matière de budget sur des crédits d'entretien et pour des travaux d'entretien ou de restauration sur les monuments historiques. Le budget d'une CRMH, c'est le plus gros budget de la DRAC. Hein, c'est pour un ordre de grandeur, c'est à peu près 15 millions d'euros par an pour assurer la restauration des monuments historiques, en tout cas dans les Hauts-de-France. Et enfin, la conservation régionale des monuments historiques s'intéresse aussi à toute la partie valorisation des monuments historiques, de ce patrimoine régional que nous avons dans notre escarcelle, que ce soit par le biais de publications, de conférences, de participation à des colloques ou des journées d'études, mais aussi par les labels qu'on peut attribuer. Par exemple, le label architecture contemporaine remarquable ou le label Maison des Illustres, ou bien d'autres opérations de communication et de valorisation bien connues sont les Journées européennes du patrimoine du dernier week-end de septembre, ou alors les rendez-vous au jardin au mois de juin. Donc, avec l'ensemble de ces panels, de ces outils, on va pouvoir participer à la vie du monument historique. Donc, je vous disais, il y a plusieurs métiers au sein d'une conservation régionale des monuments historiques pour s'occuper de ce champ patrimonial. Dans les Hauts-de-France, nous sommes 27 à la CRMH, 27 dont 5 conservateurs. Donc, on est plutôt bien doté en termes de conservateurs, puisque le conservateur régional des monuments historiques est conservateur du patrimoine, ainsi que les 2 conservatrices régionales adjointes, donc mon homologue à Amiens et moi-même. Et au sein de la cellule scientifique et technique, nous avons également 2 conservateurs des monuments historiques. Autre métier que l'on reverra par la suite, ce sont les chargés d'études documentaires et les secrétaires de documentation qui travaillent, eux, au recensement des monuments historiques et qui vont justement participer à la protection au titre des monuments historiques, donc depuis la demande de protection jusqu'à la rédaction et la notification de l'arrêté de protection aux propriétaires. Le travail de recherche et le travail scientifique est également exercé par les ingénieurs des services culturels et les techniciens des bâtiments de France qui vont assurer le contrôle scientifique et technique de l'État sur les restaurations des monuments historiques, dont nous reparlerons par la suite. Mais pour que tout cela fonctionne bien, on a vraiment besoin au quotidien d'avoir des soutiens, des supports administratifs et financiers. Donc, on a un attaché principal qui est coordinateur administratif et financier qui va gérer tout ce qui est le pilotage budgétaire, la programmation, le suivi de l'exécution budgétaire, les demandes de subventions, etc. Et il est assisté par des gestionnaires administratifs en charge vraiment de l'instruction des dossiers de demande de subvention. Alors, le monument historique, c'est une notion qui est ancienne. Depuis 1830, on a cette notion qui existe dans l'esprit, dans le droit français, avec 1830, la création du poste d'inspecteur des monuments historiques qui est confié à Ludovic Vitet, puis 4 ans après à Prosper Mérimée. Et à partir de ce moment-là, va vraiment commencer la définition d'immeubles classés au titre des monuments historiques, avec une première liste en 1840 et puis d'autres qui vont suivre successivement jusqu'à ce qu'en 1913 soit instaurée la loi de 1913 sur vraiment les monuments historiques.
Cette loi, aujourd'hui, n'existe plus en tant que telle. Elle a été rattachée au Code du patrimoine depuis 2006. Et donc, l'outil réglementaire et législatif qui nous sert au quotidien, sur lequel on appuie toutes nos décisions et notre travail au quotidien, c'est donc bien le Code du patrimoine avec les dernières composantes qui sont arrivées par la loi LCAP en 2016. Donc, qu'est-ce qu'un monument historique? C'est une servitude qui est pérenne et qui va suivre l'immeuble ou l'objet, peu importe son propriétaire. Donc, si le propriétaire change, la servitude monument historique reste. Une fois qu'on est monument historique, on l'est à vie, à moins que l'on soit radié, et les cas de radiation sont assez rares, puisqu'il faut faire la même procédure que celle que je vais vous exposer dans quelques instants, mais en sens inverse. Et en général, sont radiés les monuments historiques qui n'existent plus pour faits de guerre ou démolition. Voilà. Enfin, c'est pas parce que l'intérêt a disparu souvent qu'on radie, mais plutôt parce que le monument n'existe vraiment plus. Donc, un monument historique, c'est un immeuble ou bien un objet mobilier qui a donc un statut juridique particulier qui émane d'une décision préfectorale, si on est sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, ou d'une décision ministérielle si on est sur un immeuble qui est classé au titre des monuments historiques. Je reviendrai par la suite sur ces deux notions. Le monument historique est donc une reconnaissance par la nation de l'intérêt patrimonial d'un bien pour ses valeurs historiques, soit parce que c'est témoin d'une époque, témoin d'un événement marquant de l'histoire, c'est des témoins, voilà, une caractéristique architecturale particulière, c'est l'œuvre d'un grand homme, c'est le témoignage de prouesses techniques ou scientifiques. Ce statut et cette servitude de monument historique oblige donc le propriétaire à la préservation de l'édifice ou de l'objet, à en assurer son entretien en bon père de famille, à veiller à sa conservation, à sa restauration, à sa mise en valeur, pour qu'il puisse être transmis aux générations futures. Nous sommes, chacun d'entre nous, à notre étage de la fusée, qu'un petit maillon de la chaîne, et nous ne sommes là qu'à un instant T dans la vie du monument, qui est déjà souvent bien ancien par rapport à nous, et qu'on espère faire perdurer au maximum et permettre la préservation dans les meilleures conditions possibles pour les générations futures. Donc, concrètement, comment devient-on monument historique? Combien de temps se passe entre le moment où quelqu'un se dit « tiens, il faudrait que ça devienne monument historique » et le moment où l'arrêté est vraiment pris? C'est un processus qui généralement prend du temps parce que ça nécessite un travail de recherche, d'approfondissement de la connaissance, une expertise au sein du service de la CRMH, mais aussi une présentation devant des organes consultatifs comme la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Ça nécessite un temps de signature par le préfet de région s'il suit l'avis de la commission, et ensuite tout un temps administratif également. D'où parfois peut-être le sentiment d'un manque de réactivité entre le moment où la demande est formulée et le moment où l'arrêté est vraiment pris. Je sais que c'est souvent quelque chose qu'on nous demande, combien de temps ça va prendre. Je vous fais la demande là maintenant parce que on sait qu'il va y avoir un lotissement construit, que le parc va être morcelé, etc. Mais nous, on ne peut pas être aussi réactif que les projets, donc c'est vraiment... faut qu'on soit mis dans la boucle le plus en amont possible et que les demandes de protection arrivent le plus en amont possible. Tout ça pour dire que la demande de protection peut émaner du propriétaire, mais aussi de toute personne ayant un intérêt à agir. Donc, ça peut être l'administration. L'administration peut se saisir d'une protection parce qu'on sait qu'il y a un projet de démolition ou parce qu'on a identifié au cours d'une étude un peu globale du corpus que cet édifice aurait un intérêt au regard d'une protection thématique que l'on souhaiterait mener, par exemple. Elle peut émaner, c'est souvent le cas du propriétaire qui se dit « tiens, ma maison, mon château,
a un intérêt, j'aimerais qu'il soit protégé au titre des monuments historiques, je sollicite le préfet de région, mais ça peut aussi émaner d'une association d'histoire locale ou de patrimoine qui se dit, ben, tiens, cet édifice n'est étonnamment pas protégé au titre des monuments historiques, j'en fais la demande. Et pour faire la demande, il faut donc qu'un courrier soit adressé au préfet de région ou à la direction régionale des affaires culturelles, courrier accompagné du maximum de données possibles, avec un petit dossier photographique, avec quand même des éléments un peu factuels d'historique, peut-être de sources qui ont déjà pu être identifiées. Il faut qu'il y ait un petit fond de dossier qui soit quand même constitué, qui puisse être transmis du coup au préfet de région, donc à la DRAC, Conservation régionale des monuments historiques. Ensuite, ce dossier va être étudié, ça passe devant différentes commissions, comme vous le voyez sur cette slide, et qui ensuite passe avec une inscription, un arrêté préfectoral, comme je l'évoquais tout à l'heure. Si la CRPA décide d'aller plus loin, on passe en commission nationale. J'ai accéléré là parce que justement, je redétaille un petit peu plus ici le processus de cette demande de protection entre le moment où on va nous recevoir concrètement le courrier de sollicitation de demande avec le petit dossier qui récapitule et qui fait état de la sollicitation. Cette demande va arriver entre les mains de la cellule protection-valorisation à la CRMH, donc des recenseurs des monuments historiques, chargés d'études documentaires ou secrétaires de documentation, qui vont donc là se mettre en relation avec le demandeur et ou le propriétaire. Parce que si le demandeur n'est pas le propriétaire, comme on doit se rendre sur place pour commencer à avoir un premier aperçu, en tout cas de l'immeuble en question, on ne se rend pas chez les gens sans les en informer, on ne pénètre pas dans le parc d'un château sans que le propriétaire ne soit au courant. Donc, il nous faut aussi rentrer en contact avec le propriétaire. C'est pour ça que dans les demandes, quand elles n'émanent pas des propriétaires, c'est quand même plutôt bien que le propriétaire puisse être informé aussi par le demandeur. Si ce n'est pas le cas, c'est nous qui allons rechercher le demandeur et lui aller vers lui, mais c'est plus simple parfois quand c'est une demande qui émane du terrain, que les gens se connaissent, d'indiquer les coordonnées du propriétaire, ou en tout cas que la démarche se fasse conjointement entre le demandeur tiers et le propriétaire. Donc, avant de passer devant la délégation permanente de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, les chargés d'études documentaires vont faire une première visite sur place. Si elles ne peuvent pas rentrer parce qu'on n'a pas pu contacter le propriétaire, c'est juste un premier regard par l'extérieur, des recherches assez rapides qui pourraient compléter le travail déjà fourni par le demandeur, et un passage en délégation permanente, qui est une commission plus restreinte, qui permet de faire un peu un premier tri des demandes qui nous arrivent. Parce que tout ce qui nous arrive en demande de protection ne mérite pas forcément d'être instruit comme tel, ou ne mérite pas forcément d'être protégé au titre des monuments historiques. Parfois, il s'agit plutôt de réorienter vers la Fondation du patrimoine pour une labellisation Fondation du patrimoine, ou se retourner vers les collectivités territoriales pour que ce soit indiqué dans l'IPAP au niveau du PLU, ou que ce soit repris dans le SPR, ou voilà, enfin, que finalement la réponse protection monument historique n'est pas forcément adaptée à toutes les demandes qui nous arrivent. Donc, c'est le rôle de la délégation permanente de la CRPA de faire ce premier tri. Si la délégation permanente dit c'est bon, on donne un avis favorable pour que ça aille plus loin plus loin dans l'instruction, à ce moment-là, les chargés de protection vont approfondir la recherche, retourner sur place, rencontrer le propriétaire, essayer de rentrer à l'intérieur de l'édifice quand on demande une protection vraiment en totalité, ou même si on ne la demande pas en totalité, essayer de visiter les intérieurs, par exemple quand il s'agit d'une maison particulière ou d'un château ou d'une usine.
cuisine, de voir voilà, qu'est-ce qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur, est-ce qu'il y a toujours un lien, est-ce que c'est une coquille vide ou pas. Ces recherches, ce travail de terrain permet aussi de faire une couverture photographique importante. Comme ça, si jamais la protection n'aboutit pas, ça permet quand même d'avoir une trace dans nos dossiers de on sait qu'en telle année, on s'était rendu sur place, c'était dans tel état. Si c'est démoli, on a quand même une trace aussi de l'état dans lequel c'était et l'ensemble qui était encore existant. Le travail de constitution du dossier de protection, c'est aussi beaucoup un travail de recherche en archives ou de recherche en bibliothèque pour vraiment constituer un dossier avec un état de la connaissance finalement sur l'édifice, sur l'architecte, sur le contexte le plus exhaustif possible. Donc un travail vraiment de recherche approfondie, synthétisé dans un dossier de protection ce dossier de protection ensuite est présenté en CRPA, donc la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, au niveau de la première section, parce que c'est une commission qui est divisée en 3 sections différentes. La première section est consacrée à la protection des immeubles au titre des monuments historiques. La 3e section est consacrée à la protection des objets au titre des monuments historiques. Et la 2e section est consacrée au recours sur les avis des architectes des bâtiments de France dans le périmètre en abord de monuments historiques. Donc cette CRPA, la première section de la CRPA est présidée par un élu. Pour les Hauts-de-France, elle est présidée par François de Coster, qui est maire de Saint-Omer et vice-président patrimoine et culture à la région Hauts-de-France. Elle est composée aussi de représentants de l'État, de personnalités qualifiées, d'associations. Et cette commission est consultative et va vraiment émettre un avis sur le dossier rapporté par le recenseur des monuments historiques, qui fait donc un état historique et une description architecturale approfondie de l'édifice proposé à la protection. Cette commission émet un avis qui est consultatif. Donc c'est un avis qui est consultatif, qui est proposé au préfet de région. Donc, à l'issue de la commission, un procès-verbal est dressé, est signé par le président et le préfet ou son représentant, et les arrêtés sont proposés à la signature du préfet. Il arrive que le préfet ne suive pas l'avis de la commission, c'est possible. On est une commission consultative. Une fois que le préfet a signé l'arrêté de protection, il y a encore tout un travail administratif qui doit être fait au sein de la CRMH, de notification de l'arrêté de protection aux propriétaires, mais aussi de sa publication aux hypothèques. Puisque du coup, comme je vous le disais en préambule, la protection monument historique est une servitude qui suit l'immeuble, peu importe son propriétaire. Donc, c'est important que ce soit traduit au niveau des services de la publicité foncière. Si la CRPA a jugé que l'édifice proposé à la protection méritait plus que l'inscription, à ce moment-là, elle peut formuler un vœu de classement et on va repartir pour un tour dans l'étude et compléter un maximum les informations sur l'édifice, avoir un regard un peu plus comparatif aussi avec ce qui se passe dans d'autres régions et présenter le dossier en commission nationale, cette fois à Paris, donc la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui est le nouveau nom de l'ancienne Commission nationale des monuments historiques. Donc, j'ai parlé d'inscription, j'ai parlé de classement. Vous avez bien compris qu'il y a 2 niveaux différents. Donc, on parle d'inscription au titre des monuments historiques et on ne parle plus d'inscription, je ne sais même plus comment on dit, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Pardon, ça c'est une terminologie qui n'existe plus. Donc, c'est inscription au titre des monuments historiques ou classement au titre des monuments historiques. L'inscription est donc à l'échelle régionale, elle acte un intérêt, dixit le Code du patrimoine, hein, ce n'est pas moi qui le qualifie comme ça, un intérêt suffisant au regard de l'art ou au regard de l'histoire pour en rendre désirable la préservation. Donc, on a du coup un arrêté préfet de région qui est pris et donc une reconnaissance à l'échelle régionale.
Vous avez là sur la slide, par exemple, la photo de gauche, c'est la maison du collectionneur à Tourcoing qui vient d'être inscrite au titre des monuments historiques. Si on passe l'étape inscription et qu'on se dit que ça a un intérêt national, on parle là, enfin, le Code du patrimoine parle là d'intérêt public, donc d'intérêt vraiment national, au regard de l'art ou au regard de l'histoire, pour en rendre désirable la préservation. Le passage se fait donc en CNPA et c'est une décision du ministre de la Culture. Donc on voit qu'on est vraiment sur quand même des échelles différentes. Donc c'est vraiment une reconnaissance à l'échelle nationale et on est sur la protection ou le classement au titre des monuments historiques, en général sur la notion d'unicum ou vraiment de quelque chose d'exceptionnel où on n'a pas un exemple similaire dans chaque région, où on n'a pas cette typologie-là est vraiment particulière et elle ne va pas se retrouver si facilement que ça, ou en tout cas pas dans cet état de conservation-là, ou pas selon cette période-là ou cette composition architecturale-là. Alors, quels peuvent être les critères qui nous amènent à protéger un monument historique? Donc, selon le Code du patrimoine, il faut qu'il y ait des motifs d'intérêt, d'art ou d'histoire. Donc, les champs sont assez larges. Donc, on va juger déjà de sa place dans le corpus régional. Est-ce que c'est une église comme il y en a beaucoup d'autres et qu'elle n'a rien de plus quand on la regarde avec un peu plus de recul que d'autres églises qui ont déjà été protégées, par exemple? Donc, est-ce que son état de conservation aussi est bon? Parce qu'une fois qu'on protège monument historique, ça implique que les travaux qui vont suivre vont se faire sous le contrôle scientifique et technique de l'État, mais aussi avec un accompagnement financier de l'État. Donc, si on protège une ruine totale dont il ne reste plus grand-chose d'authentique et qui va nécessiter un investissement financier colossal, est-ce que c'est vraiment le plus pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas un édifice contemporain ou un peu similaire en meilleur état qui mériterait d'être protégé plutôt que celui-là? Je n'ai pas forcément les réponses à ces questions, hein, mais c'est le genre de questions qui peuvent animer le genre de débat qui peut y avoir en CRPA. Donc, la question de la représentativité dans un corpus, soit régional, soit typologique, ça peut être aussi en lien avec la personnalité soit de l'architecte, soit du commanditaire, soit de l'industriel qui a lancé ces usines-là. Vous avez en photo également là, le chevalement, enfin l'ensemble de Wany, le 99 bis de Wany, donc qui est un ancien puits de mine qui est classé au titre des monuments historiques et qui est aussi bien UNESCO depuis 2012, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc tout ce genre de débat, de questions, ce sont des questions qu'on va se poser en interne à la CRMH au moment d'instruire la demande, mais c'est surtout des questions qui vont animer les membres de la CRPA au moment du débat pour savoir si oui ou non on protège ou on ne protège pas. Sachant qu'en CRPA, ce que j'ai oublié d'indiquer, c'est que le propriétaire est informé du passage en CRPA et est aussi invité à prendre la parole et à faire part de sa position sur la protection ou non de l'édifice dont il est propriétaire. Si on va à l'étape du classement au titre des monuments historiques, il y a nécessité d'avoir l'accord du propriétaire. Autant l'accord du propriétaire n'est pas nécessaire pour une inscription au titre des monuments historiques, on la demande parce que c'est quand même plutôt dans un objectif de travail en commun et en bonne intelligence. Donc, il est préférable que le propriétaire soit quand même plutôt favorable à l'inscription, mais elle n'est pas nécessaire. En tout cas, l'accord du propriétaire n'est pas nécessaire pour une inscription. Par contre, l'accord du propriétaire est nécessaire pour un classement au titre des monuments historiques. Alors, une fois qu'on est protégé au titre des monuments historiques, on va avoir, je n'aime pas parler de contraintes, mais c'est quand même un peu le cas. Enfin, en tout cas, on va avoir un cadre qui se dessine avec
certaines obligations qui seront à remplir pour le propriétaire, des obligations notamment en matière de formalisme sur les travaux, les autorisations de travaux demandées, et un accompagnement scientifique et technique, mais aussi financier de la part de la CRMH. Donc, tout d'abord, l'accompagnement scientifique et technique. Une fois qu'on est protégé monument historique, on a été protégé monument historique pour un certain nombre de critères qui sont repris dans l'arrêté de protection. L'arrêté de protection, comme tout acte administratif, va vous indiquer, vu le code du patrimoine, livre un tel, article machin, vu l'avis de la commission régionale, considérant l'intérêt, etc. Et là, le considérant va vraiment détailler le pourquoi la commission et le préfet de région ont jugé l'intérêt d'inscrire au titre des monuments historiques ou de classer au titre des monuments historiques. Et là-dessus, on se base aussi pour nous exercer notre contrôle scientifique et technique sur les travaux qui vont être menés en termes de restauration sur le MH. Donc, le contrôle scientifique et technique va s'exercer en amont de l'autorisation de travaux. Donc, le plus tôt où le propriétaire où le maître d'ouvrage peut mettre la CRMH dans la boucle pour dire, voilà, j'aimerais faire des travaux sur ma maison protégée monument historique, je ne sais pas forcément comment m'y prendre. Le plus tôt on est informé, le mieux on peut accompagner et la meilleure manière on peut aboutir à une restauration et à ce que ça ne soit pas vécu comme une contrainte, mais plus comme un accompagnement et une co-construction ou en tout cas une facilitation des procédures. Donc, le contrôle scientifique s'exerce en amont, pendant le chantier et aussi à l'issue du chantier, puisqu'on va vérifier la conformité par rapport à l'autorisation de travaux qui a été délivrée. Et en fonction de la conformité, pourra être déclenché le solde de la subvention. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, le contrôle scientifique et technique de l'État, c'est un travail qui ne s'exerce pas seul. Ça s'exerce au sein de la CRMH, souvent en binôme entre un ingénieur technicien et un conservateur du patrimoine, mais ça s'exerce aussi de manière collégiale avec les UDAP, les architectes des bâtiments de France, et parfois aussi avec d'autres services de la DRAC, comme le service régional de l'archéologie, ou le service des musées, par exemple. Quand j'évoquais tout à l'heure des monuments historiques musées, on en a beaucoup. Parfois, on va avoir un peu des conflits de points de vue entre la présentation des œuvres et la muséographie et la scénographie et la restauration du monument historique. Donc, du coup, tout cet accompagnement scientifique et technique va s'exercer de manière collégiale et il est important que nous, en interne aussi à la DRAC, on puisse échanger sur les dossiers, notamment dans ce qu'on appelle les commissions CST, donc qui sont des commissions qui se réunissent dans les Hauts-de-France, en tout cas une fois par mois par département, pour étudier toutes les demandes d'autorisation qu'on a reçues ou les sollicitations qu'on a eues, pour se dire, tiens, je sais qu'il va y avoir des travaux dans tel musée, attention, on est sur du MH, le conseiller musée est en train de travailler sur le PSC, le projet scientifique et culturel. Il est important qu'on croise nos informations et nos calendriers pour pas arriver l'un contre l'autre à un moment et que finalement le demandeur ne s'y retrouve plus en se disant la DRAC me demande deux choses complètement différentes. C'est quand même important qu'on puisse avoir un discours cohérent au sein des services patrimoniaux de la DRAC. Donc, c'est un travail de complémentarité et d'expertise avec les différents métiers internes à la CRMH et puis aussi internes à la DRAC. Pour exercer ce CST, on s'appuie sur des outils réglementaires, le code de l'urbanisme et le code du patrimoine dont je vous parlerai juste après, et puis aussi des circulaires, notamment la circulaire que je vous ai mise en capture d'écran. C'est la circulaire de 2009 qui est relative au contrôle scientifique et technique des services de l'État sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits. Et c'est un document qui nous est très utile
au quotidien sur lequel on se réfère assez souvent, qui va définir le type de travaux qui relèvent, par exemple, de l'entretien ou de la restauration, qui va définir la maîtrise d'œuvre, la qualification de maîtrise d'œuvre attendue, et qui va définir la manière dont doivent s'organiser les services de l'État pour exercer ce contrôle scientifique et technique. Puisque notre rôle, c'est donc aussi d'accompagner et d'aider le maître d'ouvrage dans la définition de ses travaux, de savoir si on est plutôt sur des travaux d'entretien qui sont des travaux un peu de bons pères de famille, de remise en peinture régulière des menuiseries pour éviter une dégradation trop importante. Enfin, les travaux d'entretien, en tout cas, ce sont ceux qui ne vont pas modifier la morphologie, la matière, l'aspect, l'agencement du monument historique. Ces travaux d'entretien ne sont pas soumis à autorisation, mais peuvent être accompagnés par une subvention de la DRAC. Ils ne sont pas soumis à autorisation parce qu'ils n'ont pas d'impact sur le monument. Ce sont vraiment des interventions qui sont assez ponctuelles et pas globales. Ce ne sont pas des travaux de réparation ou ce ne sont pas des travaux de restauration. Si on est sur de la réparation, changer une couverture, par exemple, sur une restauration, reprendre des maçonneries, refaire des menuiseries, etc. Là, il est nécessaire d'avoir une maîtrise d'œuvre qualifiée, donc un architecte, de préférence un architecte du patrimoine, mais il n'y a pas d'obligation, en tout cas pour les inscrits, pour les monuments historiques inscrits, il n'y a pas d'obligation d'avoir recours à un architecte du patrimoine, mais c'est quand même plutôt préférable parce que l'architecte du patrimoine, de par sa formation, va avoir un regard critique et une analyse plus fine sur le projet de restauration proposé. Et sur les édifices classés, là, on a, nous, CRMH, un rôle de validation de la maîtrise d'œuvre, puisque ne peuvent intervenir sur des édifices classés au titre des monuments historiques que des architectes du patrimoine de 10 ans d'expérience ou des architectes en chef des monuments historiques. Donc, j'évoquais tout à l'heure la nécessité d'avoir recours, que nous avons recours, nous, au quotidien, à des outils réglementaires et législatifs. Donc, on s'appuie pour tout ce qui est le suivi des travaux sur les obligations qui sont dictées par le Code de l'urbanisme pour les inscrits et par le Code du patrimoine pour les édifices classés au titre des monuments historiques. Pour des travaux sur monuments historiques inscrits, il est nécessaire de déposer un permis de construire. Et de déposer un permis de construire avec un architecte. On a, nous, je ne vais pas dire régulièrement, mais ça nous arrive, des propriétaires qui nous envoient un permis de construire rempli par eux-mêmes pour dire « je vais rénover ma toiture, enfin, je vais faire refaire ma toiture ». Non, voilà, c'est pas possible. Il nous faut un permis de construire déposé par un architecte qui, du coup, va nous faire un relevé de l'existant, un état projeté, nous expliquer la démarche dans laquelle il se situe, pourquoi on en est à cette situation-là, quels vont être les matériaux employés. Et en fonction du dépôt de ce permis de construire et du dossier qui est déposé, nous, on a 3 mois pour l'instruire à compter de la date de réception à l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. On a donc ces 3 mois pour l'instruire et ensuite la DRAC, donc, au sein de notre commission CST dont je parlais tout à l'heure, qui réunit les architectes des bâtiments de France, la CRMH et éventuellement le SRA et le conseiller musée, on va émettre un avis qui peut être un avis favorable assorti de réserve ou de prescription pour dire nous sommes d'accord sur votre projet, mais nous vous demandons d'utiliser tel type d'ardoise, d'utiliser telle couleur pour les menuiseries, ou nous vous demandons les menuiseries devront être en bois et ne pourront pas être en PVC, vous ne pourrez pas mettre du double vitrage, mais un simple vitrage. Voilà, enfin, ce type de choses où on est aussi, parfois on fait des refus parce que la maîtrise d'ouvrage n'est pas qualifiée, on n'a aucune justification sur les interventions qui sont demandées. Et que pour analyser un dossier, on a besoin d'avoir un peu de matière quand même, puisque notre accord pour les travaux va impacter la vie du monument historique et donc aussi son authenticité ou son intégrité. Enfin, on a toujours aussi cette idée-là à l'esprit que ce qu'on autorise sur un monument historique, il faut que ce soit réversible, hein, bien sûr, ou il faut que l'intervention soit
soit bien en cohérence avec le cadre déontologique. Mais voilà, on sait, on acte qu'à tel moment, on a changé le dessin des menuiseries. Et à ce moment-là, pourquoi on l'a changé? Quelle était la justification? Est-ce qu'on revient à un état antérieur? Est-ce que c'est parce que le monument doit évoluer? Enfin, voilà, tout ce genre de choses. Pour les immeubles classés au titre des monuments historiques, on est là non pas sur le dépôt d'un permis de construire, mais bien sur le dépôt d'une autorisation de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques, dépôt qui doit être fait par un architecte du patrimoine de 10 ans d'expérience et avec une opération similaire dans son expérience précédente, ou un architecte en chef des monuments historiques. Jusqu'à 2009, les ACMH, les architectes en chef des monuments historiques, intervenaient sur tous les édifices classés. Maintenant, ce n'est plus le cas, et donc il y a une mise en concurrence, en général par les collectivités, du coup mise en concurrence, et puis sinon les propriétaires privés sont plus libres de choix d'avoir le recours à un architecte du patrimoine ou un ACMH. Nous sommes censés vraiment vérifier les qualifications de l'architecte du patrimoine qui est retenu pour travailler sur des opérations sur du classé. Donc, on a aussi ce rôle-là. Le temps d'instruction pour un classé est plus long. Il est de 6 mois à compter de la date de réception à l'UDAP, dont 2 mois qui sont incompressibles pour avoir la sollicitation du service instructeur en matière d'urbanisme. Parce que cette fois-ci, l'arrêté autorisant les travaux émane de la CRMH, c'est une autorisation signée par le préfet de région. Donc, c'est nous qui accordons ou refusons, tandis que dans le cas des immeubles inscrits au titre des MH, on transmet notre avis au service instructeur en matière d'urbanisme, et c'est le service instructeur en matière d'urbanisme qui va faire l'avis définitif, en reprenant nos éléments. Alors, cet accompagnement scientifique et technique et ce formalisme sur les permis de construire et les autorisations de travaux, la contrepartie de tout ça, c'est un accompagnement financier, outre l'accompagnement scientifique et d'aide à la connaissance et à la compréhension du monument historique et à la valorisation éventuelle, hein, mais l'accompagnement financier, en général, celui qui intéresse le plus les propriétaires. L'accompagnement financier peut porter sur les études préalables, ce qui est diagnostic sanitaire ou les avant-projets, les études que l'on va demander pour justement asseoir la restauration qui est proposée. En tout cas, sur le classé, c'est assez systématique. L'accompagnement financier peut aussi porter sur des travaux d'entretien. On a des crédits de fonctionnement pour aider à des petits travaux d'entretien. Mais le gros de notre enveloppe est vraiment sur des projets de restauration et des travaux de restauration. On essaye, autant que faire se peut, de construire une programmation budgétaire en lien avec les collectivités, notamment la région ou les conseils départementaux, pour que des plans de financement un peu cohérents puissent être montés. On échange aussi avec la Fondation du patrimoine plusieurs fois dans l'année pour voir un peu les projets qu'ils accompagnent eux et vraiment croiser les informations. Ça, c'est pour la partie vraiment subvention, en rappelant toujours que la subvention n'est pas automatique. Je l'évoquais tout à l'heure, un budget de 15 millions d'euros à l'échelle des 5 départements des Hauts-de-France, ce n'est pas énorme. Quand on a, j'ai plus le chiffre en tête, mais bon, on a quand même beaucoup de monuments historiques. Les opérations de restauration coûtent souvent cher. Donc, la demande de subvention n'est pas automatique. Il faut que ça rentre dans notre programmation et dépend de la programmation qui est arbitrée et arrêtée par le DRAC, puis par la centrale à Paris. Et ça va donc dépendre aussi des crédits qui sont disponibles. En tout cas, pour avoir une subvention, il faut que les travaux aient été autorisés. Ça peut paraître bête de le rappeler, mais voilà. Les travaux doivent être autorisés et les travaux ne doivent pas avoir commencé. Donc, les marchés ne doivent pas avoir été signés, les devis ne doivent pas avoir été acceptés et l'entreprise ne doit pas avoir commencé à travailler avant qu'on ait accusé réception de la subvention et avoir pu donner
une garantie ou en tout cas une orientation sur la possibilité d'avoir une subvention, puisque du coup, l'opération subventionnée doit être inscrite à la programmation pour être assurée d'être subventionnée. L'autre biais intéressant, enfin l'autre aspect intéressant en matière financière, c'est un régime fiscal pour les monuments historiques qui peut être intéressant, soit d'exonération des droits de mutation, soit aussi de défiscalisation pour des travaux ou de la commercialisation. On a beaucoup de promoteurs qui s'intéressent à des monuments historiques parce que voilà, il y a des opérations de défiscalisation derrière. Alors, le monument historique, je vous en ai beaucoup parlé. Je conclus un peu en faisant une transition avec la prochaine intervention, si j'ai bien compris. Le monument historique, nous, en tout cas, à la CRMH, on l'accompagne vraiment au quotidien et tout au long de sa vie. Mais le monument historique, il s'inscrit finalement dans un paysage ou dans un écrin, en tout cas. Cet écrin, ce sont les abords. Au titre des monuments historiques, donc avec un périmètre de 500 mètres de manière assez traditionnelle ou un périmètre adapté. De plus en plus, pour les nouvelles protections et au moment de la révision des plans locaux d'urbanisme, on essaye de faire des périmètres adaptés. Enfin, en tout cas, les architectes des bâtiments de France essayent, même si ce n'est pas quelque chose de si facile à faire, puisque ça nécessite une enquête publique et c'est quand même quelque chose d'assez lourd, mais c'est parfois plus pertinent pour gérer justement les abords, puisque les abords des monuments historiques sont aussi, ça crée une servitude d'utilité publique dans un but de préservation, de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine pour que l'on ne puisse pas faire n'importe quoi à côté de quelque chose qui a un intérêt d'art suffisant ou public et donc une reconnaissance de la nation à l'échelle régionale ou nationale. Donc, l'architecte des bâtiments de France, en tant que garant du patrimoine, va rendre un avis sur les autorisations d'urbanisme dans ce périmètre des abords, avis qui peut être conforme ou non en fonction de la covisibilité entre la maison concernée et le monument historique. Mais ça, tout cela... l'intervention suivante sur les abords sera plus approfondie là-dessus. J'évoque quand même rapidement les missions de l'UDAP parce que c'est assez... je sais que dans la tête des gens, c'est toujours un peu une confusion, mais qui fait quoi entre l'ABF et la CRMH? Finalement, vous vous occupez tous du MH. Oui et non. Nous, CRMH, on est vraiment sur le MH et que sur le MH. L'ABF peut être un peu sur le MH, sur certains dossiers en particulier. Si à l'issue de la commission CST, on s'est dit que c'était l'ABF qui allait pouvoir suivre les travaux et qui allait pouvoir être référent sur ce dossier-là parce qu'il avait des permanences régulières dans cet endroit-là et que du fait du calendrier, c'est plus simple que ce soit lui qui les suive plutôt qu'un agent de la CRMH ou pour d'autres raisons. Mais l'ABF a vraiment un rôle plus large de promouvoir la qualité architecturale et urbaine d'un territoire et d'un ensemble urbain autour des MH, des SPR. Il s'occupe aussi de la protection au titre des sites et il y a des avis à rendre sur énormément de sujets, des antennes relais aux éoliennes, aux protections au titre des sites, justement. Donc, du coup, l'ABF ne peut pas être le seul interlocuteur sur le MH et c'est bien pour ça qu'on est là. Ceci étant dit, sur les MH appartenant à l'État et spécifiquement sur les cathédrales, l'architecte des bâtiments de France assure les travaux d'entretien et surtout est le responsable unique de sécurité et conservateur de la cathédrale. Donc, il a quand même une responsabilité importante en termes de MH appartenant à l'État par ce prisme-là. Je pense que je suis à peu près dans les temps impartis et donc, du coup, tout à fait. Je vous remercie de votre attention et je reste là pour toutes les questions que vous pouvez encore vous poser. Alors, il y en a déjà pas mal. J'ai une première question. Où se situent les services archéologiques dans les organigrammes des DRAC ?
Oui, alors c'est vrai que j'ai pas mis un organigramme de la DRAC, j'aurais pu. Les SRA, donc services régionaux de l'archéologie, sont au sein du pôle patrimoine et architecture. Donc, si je reviens au tout début de mon intervention, on est dans ce premier pôle, enfin dans ce grand pôle ici, patrimoine et architecture, où on va avoir le service régional de l'archéologie, la conservation régionale des monuments historiques, les conseillers musées, enfin le ou les conseillers musées en fonction de la taille de la DRAC, parfois un service de documentation patrimoniale également, un conseiller sur le numérique aussi, par exemple à la DRAC Hauts-de-France. Très bien. J'ai une autre question. Une association nouvellement créée est-elle légitime pour faire cette demande de classement? Ben oui, enfin, Oui. bien sûr. Toute personne ayant un intérêt à agir peut faire une demande de protection. Une commune peut-elle demander une protection d'un bâtiment au titre des monuments historiques sans l'accord formel du propriétaire du bien? On peut faire la demande. Après, oui, enfin, tout le monde peut faire une demande. Faut pas. C'est qu'après, concrètement, C'est que pour après, rentrer dans le bâtiment... concrètement, nous, si on veut rentrer dedans, il faut qu'on prenne la tâche du propriétaire. Si pour l'inviter à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lui dire on va étudier la protection de votre maison, on a besoin de le contacter également. Et surtout, si ça va à l'étage du dessus, si ça part au niveau du classement au titre des monuments historiques, là, de toute façon, on a besoin de l'accord du propriétaire. Donc, d'une délibération de la commune, si c'est un bien communal, une délibération de conseil municipal qui dit nous sommes favorables à la protection et au classement de notre église, de notre mairie, etc. Ou sinon un courrier du propriétaire. C'est vrai que c'est compliqué quand le propriétaire est récalcitrant, en fait. C'est toujours plus compliqué. Comment savoir la motivation d'une protection quand le PV de la commission ne le mentionne pas? Est-ce une obligation aujourd'hui? Ce qui a motivé la protection, de toute façon, est repris dans le considérant de l'arrêté, puisque normalement, le considérant, il est quand même un peu explicite et remet un petit peu de contexte, et doit généralement être repris dans le PV de la CRPA, PV c'est un document d'archives publiques, donc une fois qu'il a été signé et validé, il peut être consultable sur demande. Il y a une autre question, plutôt sur le régime fiscal. L'exonération des droits de mutation concerne-t-elle des bâtiments MH non ouverts à la visite du public? Non. Pour être exonéré des droits de mutation, il faut quand même remplir un certain nombre de conditions. Donc, ça peut être visible de la rue. Je crois qu'il y a une jurisprudence qui dit là-dessus que c'est possible, mais ça, j'avoue que j'ai pas les textes exacts en tête, mais normalement, il faut quand même que ça puisse être ouvert plus de, je crois, 45 jours par an entre une certaine période de l'année, qu'il y ait des actions un peu de valorisation aussi qui soient menées pour que... Voilà, enfin, c'est une contrepartie parce qu'on partage aussi son patrimoine. Pour les bâtiments monuments historiques des collectivités locales, le plafond des 80% de subventions publiques est-elle toujours d'actualité? La dérogation préfectorale est-elle toujours nécessaire? Oui, pour avoir plus de 80% de subventions, il faut une dérogation du préfet. D'accord. C'est possible, pour des petites communes, on arrive à le faire, à faire sauter le plafond. C'est intéressant. Okay. C'est possible, mais il y a quand même une dérogation à obtenir. Le régime fiscal est-elle le même pour une indivision ou une SCI? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la fiscalité. je ne saurais pas vous répondre. Et là, sur les questions assez pointues en général de fiscalité, ça change assez régulièrement. Donc, le mieux, les services des impôts sont les plus à même de répondre à ça. Enfin, moi, j'en suis incapable de vous dire la différence. Moi, vous pouvez me contacter. Donc je ne répondrai pas là, mais je peux répondre par mail à droit@association au pluriel droit@association au pluriel patrimoine.org. J'ai une question également sur une fois un édifice public ou privé inscrit ou classé, la DRAC effectue-t-elle un contrôle pour éviter sa lente dégradation et sa mise en péril, souvent sous des filets de protection?
C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on fait un contrôle. Alors je confonds avec les objets et les immeubles. Je ne sais, non, je crois que c'est quinquennal ou je crois que c'est tous les 5 ans, on fait un peu le tour, un petit bilan sanitaire, mais on n'est pas assez nombreux pour aller voir à l'intérieur, vraiment rencontrer chacun des propriétaires, etc. Donc on fait quand même, en tout cas, on a quand même cette veille de savoir si l'état se dégrade beaucoup, beaucoup, ou si ça stagne, ou si c'est restauré, sachant que les limites de l'exercice, c'est que nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage, donc on ne peut pas non plus forcément contraindre un propriétaire à faire des travaux. Enfin, c'est possible sur du classé, c'est très difficile à mettre en œuvre concrètement, de lancer des travaux d'office. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un outil dont on dispose et qu'on active peut-être pas assez, mais parce qu'on n'a pas forcément non plus toujours les moyens de le faire. Et on est sollicité régulièrement par soit des associations ou soit des particuliers qui nous disent « l'état de ce monument historique est lamentable, que fait la DRAC, que fait la DRAC ?» Parfois, on est bien démunis parce que, comme c'est un classé, on peut encore essayer de trouver une solution et activer des travaux d'office, mais c'est quand même souvent le cas d'édifices qui sont seulement inscrits au titre des monuments historiques. Et là, à part rappeler son obligation aux propriétaires, c'est un peu plus compliqué. J'ai une autre question. Quelle incidence d'une inscription sur les droits de succession? C'est cette question d'exonération des droits de mutation possible, éventuelle, que j'évoquais tout à l'heure, pour lequel il faut remplir un certain nombre de critères. C'est une autre question. Donc, un grand merci pour votre présentation. Quels sont les moyens de protéger un monument qui n'est pas classé? Il peut être inscrit. Et alors après, il y a Après, oui, s'il n'est pas on l'a évoqué protégé. un peu, les protections communales aussi. Je pense que la question, Ouais. c'était quoi? C'est vrai que souvent, on dit classé pour protéger le monument historique. C'est un raccourci qui est utilisé aussi bien par la presse que par le grand public. Et nous qui sommes dedans, c'est pas qu'on s'agace, mais on est protégé monument historique. On est soit inscrit, soit classé, mais on n'est pas nécessairement classé. Si on est classé, Puis on a vu que la procédure est beaucoup plus lourde et voilà. les conséquences aussi quand on est Mais classé. effectivement, on peut être repéré dans le PLU, donc je crois que ça s'appelle l'IPAP, l'inventaire du patrimoine architectural et paysager, je crois. On peut être repéré dans un SPR, un site patrimonial remarquable. On peut avoir une labellisation Fondation du patrimoine pour effectuer des travaux de restauration. Voilà, il y a quelques autres outils. L'ABF est responsable de l'entretien et de la sécurité uniquement pour les... Alors, j'imagine, est-ce que l'ABF est responsable de l'entretien et de la sécurité uniquement pour les cathédrales ou tous les monuments appartenant à l'État? Appartenant à l'État, ministère de la Culture, parce que l'État a un patrimoine immobilier assez conséquent. Par exemple, nous, les bureaux dans lesquels on travaille, ils appartiennent, alors c'est à l'État via France Domaine, mais voilà, qui s'appelle plus France Domaine, mais le patrimoine immobilier de l'État est conséquent. L'ABF ne s'occupe pas de tout le patrimoine immobilier de l'État, il s'occupe vraiment du patrimoine immobilier, État, ministère de la Culture. Donc, du coup, les cathédrales, mais ça pourrait être ce qui est dans les mains du CMN, c'est une maîtrise d'ouvrage CMN. Donc là, comme ça, maintenant, à cette heure-ci, j'ai pas d'autres exemples, mais il y en a. Par exemple, si les ruines d'Abelin-Saint-Nazaire, dans le Pas-de-Calais, c'est pas une cathédrale, ce sont des ruines appartenant à l'État ministère de la Culture, donc c'est une maîtrise d'ouvrage de la CRMH et l'ABF est responsable unique de sécurité là-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a un recours en cas de refus de classement? Classement, de protection, on va dire. Protection plutôt. Oui, il peut toujours y avoir des recours sur tout. On est sur des décisions, des arrêtés préfectoraux ou des arrêtés ministériels. Donc, on peut toujours saisir le tribunal administratif et faire un recours. Après, ce sont des procédures qui sont
Enfin, encore faut-il qu'il y ait une décision administrative. Ça peut s'arrêter avant si l'instruction... ouais. Si vous décidez en interne que c'est... il y a toujours une décision administrative. Si c'est pas... Même si ça ne va pas devant la commission régionale. Oui, puisque ça passe devant la délégation permanente de la CRPA, donc l'antichambre. Et à l'issue de la délégation permanente, si on a dit ça s'arrête là, il y a un courrier quand même qui part. Ça s'arrête là. Donc, il y a quand même toujours une décision de l'administration qui est communiquée. D'accord. Le patrimoine mobilier bénéficie-t-il des mêmes avantages fiscaux que le patrimoine immobilier? Pour tout ce qui est objet mobilier, je ne pense pas, mais je ne crois pas. D'accord. Le classement d'office est-il toujours en vigueur? Oui. Alors, avant classement d'office, il y a tout ce qui est il y a la mise sous instance de classement, donc qui est là, pareil, une décision ministre de la Culture qui va dire, au regard du contexte, de la menace qui pèse sur cet édifice, je demande une instance de classement et donc pendant 1 an, tout doit être suspendu pour permettre l'instruction de cette demande de protection de manière un peu accélérée, donc avec constitution du dossier, passage en commission régionale, vœu de classement éventuel, passage en CNPA pour études et arrêté de classement éventuel pris. Alors là, il y a une autre question sur le choix des entreprises. Est-ce que pour les monuments historiques inscrits, on peut choisir ces entreprises? Et quand c'est classé, on doit faire appel à des entreprises habilitées et le propriétaire n'est plus libre du choix de ces entreprises. Ça, c'est un gros sujet. Souvent, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Alors après, c'est aussi le rôle du maître d'œuvre de voir les entreprises avec qui il travaille et les compétences qui sont requises. Il y a des normes, il y a des qualibates qui sont attribués sur les différents corps de métier pour dire s'ils sont oui ou non habilités à travailler sur du MH. Mais après, voilà, ça relève des compétences du maître d'œuvre aussi dans le choix des entreprises. Mais admettons, il n'y a pas véritablement d'entreprise. Je pense au groupement. Si, il y a le GMH oui, qui regroupe les entreprises qui sont du coup. Du coup, est-ce que c'est une obligation de... Il n'y a pas d'obligation, c'est juste, comme vous dites, le choix du... Ben oui, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait d'obligation en tant que telle. Enfin, c'est plus que... Voilà, c'est de la responsabilité du maître d'œuvre aussi. Il veut que son chantier, après, soit conforme et que ça réponde bien aux prescriptions émises par les services. Voilà, il y a quand même des entreprises qui ont un peu plus une spécificité ou un regard particulier sur du MH et d'autres qui l'ont moins parce qu'ils ont moins l'habitude de travailler avec ce type de matériaux ou avec ce type de contraintes, quand même assez particulier. Donc. J'ai une autre question assez particulière. Un bailleur d'un monument historique appartenant à l'État peut-il avoir des subventions pour travaux? Non, on peut pas. L'État ne se subventionne pas. Lors d'un dépôt de déclaration préalable dans des abords d'un bâtiment inscrit, est-ce que c'est l'ABF ou le CRMH qui donne l'autorisation? La réponse est dans la question. Si c'est en abord, ouais, c'est ça. Si on parle d'une demande sur des abords, c'est l'ABF. Si on parle du MH en tant que tel, c'est la CRMH. Si une collectivité locale manque à ses devoirs d'entretien d'un monument historique, que pouvons-nous faire? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est assez compliqué. On peut... Enfin, pardon, que pouvez-vous faire? Nous, on peut rappeler un peu à ses obligations, essayer de faire un tour de table avec lui aussi pour voir quel projet peut être mené, essayer de faire au moins des travaux les plus prioritaires possibles, de mise hors d'eau, mise hors d'air, d'accompagner un peu des travaux d'urgence, de les accompagner financièrement aussi, et puis d'essayer de rebalayer avec les autres partenaires financiers possibles, soit la région, soit le département, pour voir
de mobiliser un maximum de gens autour de la table, aussi mobiliser la Fondation du patrimoine pour la mission Berne, le cas échéant. Mais quand on n'est pas propriétaire, c'est compliqué, on n'a pas la main. Quel est le rôle exact de l'ACMH, l'architecte De l'ACMH, l'architecte en chef des monuments chef des historiques. monuments historiques, ouais. L'architecte en chef des monuments historiques assure la maîtrise d'œuvre sur les monuments historiques appartenant à l'État, ministère de la Culture, donc sur les cathédrales. Nous, par exemple, pour la cathédrale de Cambrai ou la cathédrale d'Arras, c'est Pascal Prunet qui est la CMH territorialement compétent. Donc, les travaux à la cathédrale de Cambrai ou la cathédrale d'Arras sont forcément sous la maîtrise d'œuvre de Pascal Prunet. Et après, au titre de son activité d'architecte traditionnel, il peut aussi répondre sur des autres projets de restauration pour du classé. Où puis-je trouver de la documentation réglementaire sur les objets classés? Alors, le site du ministère de la Culture est assez riche quand on arrive à farfouiller dedans et à retrouver où sont rangées les choses. Mais sur le site du ministère, vous devez pouvoir retrouver beaucoup de guides pratiques, de fiches pratiques. Je pense à, s'il y en a parmi les auditeurs qui préparent les oraux du concours de conservateur du patrimoine, allez farfouiller là-bas. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur en termes de synthèse. Alors, attendez, parce que j'ai perdu le fil du coup, comme on a changé de... Ah oui, avez-vous des monuments que vous aimeriez voir classés? En un mot, êtes-vous en anticipation ou seulement en réaction, déjà fort accaparé budgétairement et scientifiquement, par un patrimoine classé considérable? Alors, on essaye aussi d'être pas que en réaction et pas arriver trop tard. Donc, c'est pas évident, mais j'évoquais en tout début de propos les labels sur lesquels on peut travailler. À titre du coup personnel, moi, je suis aussi référente pour le label Architecture contemporaine remarquable. Dans le cadre de ce label, on a commandé des études, notamment on en a une en cours sur l'architecture du Nord et du Pas-de-Calais entre 1945 et 2000. Ça va nous permettre d'identifier un certain nombre d'éléments qui pourraient mériter une labellisation au titre du label ACR et peut-être, pourquoi pas, une demande de protection au titre des monuments historiques. Est-ce qu'on peut relancer, est-ce que c'est possible de relancer un dossier de demande de protection après un avis négatif antérieur? Il y a un temps quand même un peu à attendre. Je ne sais pas si c'est codifié ou pas, je ne pense pas, mais on ne peut pas, admettons que la CRPA ait dit l'année dernière non, ce n'est pas la peine de la solliciter l'année prochaine pour dire est-ce que maintenant c'est oui. Je pense qu'il y a quand même à peu près 10 ans qui doivent s'écouler entre 10 ans et un élément et du contexte un peu nouveau qui permettrait de voir sous un autre jour la protection. Alors, il y a une question qui dit, question un peu hors de votre présentation, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue professionnel. Que pensez-vous de l'affaire du château de la Barbenne? Je vous remercie. Alors, je ne connais pas. Je suis désolée. Je sais pas dans quel... Donc, attendez, je ne sais pas s'il y a il y a beaucoup de questions. Je vais continuer questions si c'est Madame Virginie, je n'ai pas son nom, qui a posé de la manière question. générale, pour ne pas faire une réponse complètement sèche, c'est vrai qu'on est tous accaparés dans notre quotidien et on a tendance quand même à connaître les sujets qui occupent nos départements et notre région. On essaye d'avoir quand même un regard sur ce qui se passe ailleurs. Donc, soit c'est par la lecture de la presse spécialisée ou non, par aussi les réseaux de conservateurs des monuments historiques ou des conservateurs régionaux des monuments historiques. Là, moi, je vous avoue qu'à titre personnel, étant jeune maman, j'ai pu le loisir autant que je pouvais le faire avant d'être au fait de l'actualité sur l'ensemble des régions.
On comprend bien. Comment s'articulent restauration et charte de Venise? La charte de Venise est un de nos outils justement en termes de déontologie et sur lequel on va s'asseoir pour savoir ce qu'on peut autoriser, pas autoriser, comment on va appréhender la restauration ou non. Donc, évidemment que les restaurations doivent être réversibles, doivent être documentées. On ne revient pas à un état qui n'a jamais existé. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, c'est un de nos outils, au même titre que le Code du patrimoine. C'est une question aussi un peu, je pense, qui fait référence à quelque chose de bien particulier. Je ne suis pas sûre que vous puissiez répondre. Peut-il être autorisé de démolir la façade d'un hangar classé MH et de la remplacer par une paroi vitrée? Une démolition de monuments historiques, c'est soit c'est soumis à autorisation. Si ce n'est pas soumis à autorisation et que c'est fait hors dehors de tout cadre, c'est soumis à procès verbal. On est des agents assermentés de l'État, on peut dresser des procès-verbaux en cas justement d'atteinte aux monuments historiques parce que les travaux ne sont pas conformes, parce qu'il y a une démolition totale ou partielle du MH. Qu'on autorise une démolition de MH, c'est quand même assez rare. Donc, il faudrait vraiment voir le projet de manière concrète pour pouvoir émettre un avis dessus. Mais là, comme ça, de prime abord, moi, je ne serais pas forcément favorable. Mais après, ça dépend. Comment s'articule la protection au titre de l'UNESCO? On l'avait vu avec l'exemple que vous avez montré. Oui, alors dans la loi LCAP, c'est une des nouveautés de la loi LCAP de 2016, il y a justement l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est bien reconnue et la question des zones tampons qui est mentionnée. Pour avoir travaillé sur une candidature UNESCO précédemment, il est quand même souvent recommandé et attendu dans ce qui arrive au stade d'inscription sur la liste du patrimoine mondial qu'il y ait déjà une reconnaissance à l'échelle nationale, ou en tout cas une inscription ou un classement au titre des monuments historiques des biens qui sont proposés à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. C'est pour ça notamment que lors de tout le travail sur le bassin minier et l'inscription du bassin minier en tant que patrimoine culturel évolutif, il y a eu une grande campagne de protection pour compléter la protection monument historique des biens proposés à l'inscription UNESCO. Il y avait déjà eu des protections monuments historiques dès la fermeture des mines, dès les années 90. Un certain nombre d'éléments du patrimoine minier industriel avaient déjà été protégés à ce moment-là. Mais au moment de la candidature UNESCO, il y a eu une nouvelle campagne thématique autour de ce patrimoine pour associer la protection monument historique à la protection UNESCO qui arrivera par la suite. Là, il y a une question un peu particulière. Quelles sont les contraintes sur les parcelles classées monuments historiques? Sans précision, tous les bâtiments construits dessus sont-ils classés? C'est une très bonne question. Ça va dépendre aussi de la manière dont a été formulé l'arrêté et la protection. Est-ce qu'on a protégé, est-ce que l'arrêté indique sont inscrits au titre des monuments historiques les façades toitures du château situé sur la parcelle machin, ou est-ce que est inscrit au titre des monuments historiques le château et sa parcelle? Ce n'est pas la même chose. Si la parcelle n'est pas identifiée comme protégée en tant que telle, je dirais que les constructions qui sont dessus ne sont pas monuments historiques, mais en abord. Si par contre, sur la parcelle, il y avait un monument historique qui a été détruit, admettons, un château, il y avait une grange qui était elle-même classée monument historique au même titre que le château. C'était bien indiqué dans l'arrêté que c'était le château et sa grange sont classés au titre des monuments historiques sur la parcelle machin. La grange est démolie, on reconstruit à cet emplacement-là. Je pense que la protection, on construit un monument historique, Mais voilà, ça c'est des questions de droit très, très particulières et qui heureusement n'arrivent pas si souvent que ça.
Pour un bâtiment inscrit, est-ce qu'il y a des subventions possibles pour des travaux intérieurs de restitution d'ouvrages d'origine? Si on est sur de la restauration, oui, c'est la restauration. Si c'est sur une recréation complète, non. Si on a des vestiges et qu'on restaure, oui. D'accord. Et y a-t-il encore des fonds européens pour aider à restaurer des monuments classés? Y a-t-il une collaboration possible avec la CMRH? Non, la CMRH, oui, c'est sur ce sujet. Ça va dans le tour de table des financeurs. On a parfois effectivement une collectivité qui va demander du FEDER pour la restauration ou la réhabilitation de son MH et qui va avoir aussi de la subvention au titre des monuments historiques. Je pense notamment, il me semble qu'à Aire-sur-la-Lys, c'est ça pour la restauration de l'Hospice Saint-Jean. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je suis en train de vous rechercher sur le site du ministère, mais alors moi-même, je ne le retrouve pas parce que je ne suis pas sur mon ordinateur du bureau où j'ai mon raccourci. J'ai retrouvé dans culture.gouv.fr, vous avez un onglet qui s'appelle Aide et démarches. Vous avez protection, label et appellation. Là, on trouve pas mal de choses sur la protection au titre des monuments historiques. Et j'imagine qu'en cherchant plus longuement et en cliquant sur plein de liens hypertextes, on finit par avoir des choses sur le MH un peu Okay. plus. Oh, moi j'avais une question sur, on a évoqué la différence de procédure entre monuments inscrits et monuments classés, où il y avait une autorisation de travaux sur les classés et juste un permis, enfin une autorisation d'urbanisme et que vous donniez un avis. Et est-ce que cet avis est contraignant ou est-ce qu'il est consultatif? Oui. Parce que le terme avis n'était pas Non, est notre jamais avis, clair. ça dépend si c'est un avis. Enfin, si, il est. Mais quand même, voilà, il doit Si quand vous dites non, le maire ou l'autorité compétente qui même. Oui. délivre est obligé de suivre On votre doit, avis. oui, il doit reprendre C'est compris. nos prescriptions, notre avis. Non, mais très bien. Ah, j'ai encore une autre question. Pour un classement sans précision, quelle est la limite de protection de l'intérieur? De l'intérieur de... Quand c'est pas de précision, on part du principe que tout est protégé. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Quand l'État donne à bail un monument historique, quelles sont les contraintes pour faire un restaurant, etc. Ah, attendez, j'ai pas compris. Quand l'État donne, en gros, quand un bailleur qui récupère un monument historique appartenant à l'État, est-ce qu'il y a forcément, il y a des contraintes pour faire un restaurant, on est dans un monument historique, donc ça Tout est s'applique. soumis à autorisation. Voilà, c'est ça, hein, c'est pas que le propriétaire, ça reste bien sûr oui, des travaux sur Oui. monument historique. Donc Oui. la servitude, elle s'applique à tous. Hein. Oui. Ah oui, donc là, Madame Nero a mis le lien pour, Il n'y a pas pour les tout, mais je pense fiches. qu'à partir de là, vous devriez peut-être essayer de trouver certaines choses. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Non, mais je vois qu'il est 23, donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain web atelier. Donc, on poursuivra donc avec les architectes des bâtiments de France pour voir les abords cette fois-ci. Merci encore 1000 fois, Madame Nero, pour avoir pris de votre temps. On vous a prévenu un peu à la dernière minute. Donc, 1000 merci, c'était très intéressant. Il y a encore des questions. Est-ce qu'on peut changer de destination la destination d'un MH? Ben, bien sûr, c'est pas parce qu'on a protégé une usine qu'il faut qu'elle reste usine. C'est ça. Ça peut être réhabilité en autre chose. Alors, le replay, le replay est disponible en fait dans l'espace adhérent des adhérents de Patrimoine Environnement. Donc, pour ce faire, il faut être adhérent. Donc, je vous invite à adhérer si vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, vous utilisez votre code d'adhérent et vous retrouvez tous les replays qui sont disponibles
voilà, on en a fait 8, on en a fait sur la communication, on en a fait beaucoup plus juridique, comment faire un recours, statut et fonctionnement de l'association, etc. Donc, sur la participation du public aussi. Donc, du coup, il y a encore... les façades de boutiques sont-elles soumises à autorisation Oui, 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 dans le oui. périmètre UNESCO? C'est enfin, vous verrez ça avec le rôle des ABF, mais Ouais, là, on est plus... ouais. la question des enseignes, tout ça, c'est très réglementé, hein. Donc, oui, donc soyez présents le 23 novembre de 18h à 19h30 pour suivre le prochain web atelier sur le rôle de l'ABF. Et du coup, si ça vous intéresse aussi, le 15 novembre, on organise des journées juridiques du patrimoine à la Maison du Barreau à Paris. Donc, c'est payant. Si vous pouvez y aller, c'est 60 € pour les adhérents, 120 € pour les non-adhérents, mais c'est 40 € en webinaire, donc en live. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller sur notre site internet. Et merci d'avoir été présent. Merci d'avoir posé vos questions. C'était très, très réactif, ce webinaire. Il y a eu beaucoup de questions. Désolée pour Madame Non, Ménion non, qui a été pas de souci, très j'étais là pour ça. sollicitée. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, du coup, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée à beaucoup. tous. Au Au revoir. revoir.